Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Merci au professeur Grimaud pour son invitation à cette journée. Merci également au professeur Alain Franco pour son accueil. Je suis philosophe de formation. J'ai fait ma thèse de doctorat avec Anne Fagot-Largeau, qui m'avait... Parce que je ne voulais pas faire que de l'histoire de la philosophie, je voulais travailler sur des questions contemporaines. Et Anne Fagot-Largeau m'a dit il faut aller sur le terrain. On ne fait pas de la philosophie sur des questions contemporaines en ne lisant que des livres. Donc ce n'est pas de la philosophie éthérée. Et à l'heure actuelle, donc mon sujet de thèse, c'était les problèmes éthiques, notamment soulevés par la maladie d'Alzheimer. Et à l'heure actuelle, je travaille dans une fondation, la fondation Médéric Alzheimer, qui s'intéresse aux dimensions humaines, sociales et sociétales de ce qu'on appelle les démences du sujet âgé, qui analyse les dispositifs de prise en charge, qui soutient des équipes de terrain, qui soutient des chercheurs en sciences humaines pour essayer de faire progresser les connaissances et les pratiques dans ce domaine. Ma conférence s'intitule « Santé et nouvelles technologies, version moderne du mythe de Prométhée ». Vous avez vu que j'ai mis un point d'interrogation, et c'est presque le point d'interrogation qui va être l'essentiel de mon propos. Juste avant de commencer, je voudrais signaler ma dette. Mon exposé se décomposera en 3 temps et je me suis beaucoup servi pour le préparer. Pour la première partie d'un professeur de philosophie qui s'appelle Christian Hainaut. Pour la seconde, d'un auteur que certains d'entre vous connaissent qui travaille beaucoup sur les technologies en philosophie qui s'appelle Michel Puech. Ça, c'est pour la deuxième partie. Et ma troisième partie est très largement inspirée de certaines analyses de Gilbert Hautois. Alors, le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, on le trouve dans toute la Grèce antique. On le trouve d'abord chez Hésiode au 8e siècle. On le trouve ensuite chez Échille, dans une tragédie, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Moi, je vais m'intéresser à la version philosophique du mythe, celle qu'on trouve dans un dialogue de Platon, Protagoras, qui met en scène Socrate et un sophiste, Protagoras, et c'est Protagoras et non Socrate qui raconte l'histoire. L'histoire est la suivante. Un jour, Zeus, dieu de l'Olympe, décide de faire venir au monde les mortels. On dirait aujourd'hui les vivants, ceux qui ne sont pas immortels. Après les avoir façonnés, il demande à Prométhée et Épiméthée, 2 titans, 2 frères jumeaux, de doter ces espèces mortelles, ces espèces vivantes de qualité, c'est-à-dire de puissance, de pouvoir, et il confie aux 2 frères de les distribuer, ces pouvoirs, de façon convenable. Épiméthée fait pression sur son frère et lui demande de le laisser faire seul. C'est un Épiméthée, en grec, ça veut dire celui qui réfléchit après. Autrement dit, celui qui ne réfléchit pas. Épiméthée distribue les qualités. Il donne à certaines espèces la force sans la vélocité, l'ours, à d'autres la vélocité sans la force, la gazelle. Il arme certaines espèces de griffes, de crocs, et donne aux autres d'autres qualités pour leur sauvegarde, des piquants pour le hérisson, une carapace pour la tortue. Il donne à certains une grande taille, l'éléphant, à d'autres qui ont encore de petites tailles, il leur donne d'autres moyens de sauvegarde, les ailes pour les oiseaux et un refuge souterrain pour d'autres. Vous voyez que la distribution, ici, elle vise à égaliser les chances de survie afin que les différentes espèces puissent survivre. À la fin, Épiméthée, qui n'a pas réfléchi, se rend compte qu'il a gaspillé le trésor des qualités pour les êtres privés de raison et que les êtres humains ne sont pas dotés, pas pourvus, sans qualité. Épiméthée, c'est l'étourderie, l'imprévoyance, l'inconséquence. Prométhée vient vérifier le travail fait. Prométhée réfléchit, mais il ne travaille pas, en l'occurrence, mais on lui a demandé de ne pas travailler. Il s'aperçoit que l'homme est nu, démuni, non chaussé, dénué de couverture, d'armes, il n'a pas de fourrure, pas de sabots, pas de défense, pas de griffes. Il ne sait rien faire sans qu'on le lui apprenne, même marcher, se tenir debout ou trouver le sein de sa mère. Il est la vulnérabilité dont parlait Jean Leonetti à l'instant. Il est pure vulnérabilité. Alors que les autres vivants sont pourvus de qualités assurant leur survie, il est dépourvu, exposé, vulnérable, fragile, sans défense. Pour réparer l'inconséquence de son frère, Prométhée va dérober 2 choses à 2
dieux différents. Il va dérober à Héphaïstos le dieu forgeron, le dieu technicien, il lui dérobe le feu. Le feu du forgeron, c'est le feu qui permet de mettre en forme, c'est le feu du travail, qui permet de construire des outils grâce à la fusion du métal. Et il va emprunter, ou plutôt dérober à Athéna, la patronne des artisans, il va lui dérober les savoirs techniques, la techné, les arts techniques. C'est très intéressant par rapport à ce qu'a dit Jean Leonetti, parce qu'Athéna, c'est la déesse qui a protégé Ulysse. Athéna, c'est la ruse, c'est la métisse, c'est la techné aussi, c'est l'intelligence grecque, c'est la ruse d'Ulysse, et c'est aussi ce savoir technique. Autrement dit, vous voyez là déjà qu'il y a les deux sens de la technique, qui est toujours deux choses, un objet technique ou un moyen technique, le feu, et un savoir, une habileté, un savoir-faire. Il y a une technique de l'artisan. Voilà comment l'homme acquit l'intelligence qui s'applique aux besoins de la vie. C'est ça une première définition de la technique, l'intelligence qui s'applique aux besoins de la vie. Voilà comment l'homme est devenu ce qu'il est, un technicien. Voilà comment il fut doté d'une dimension divine, du lot divin. Donc grâce à ce savoir, dit Protagoras, il construit des habitations, invente et fabrique des vêtements, des chaussures, des couvertures, des aliments, en cultivant la terre. Il articule aussi les sons de la voix, les parties du discours, c'est une technique qu'on appelle la rhétorique. Il s'adonne sans limite à l'invention, l'homme découvre, trouve et réalise tout ce qu'il imagine, des prothèses, des expédients, il est pris dans un étourdissant processus d'extériorisation technique. Les hommes vivent d'abord dispersés en petites tribus dans les forêts, sans former de villes et de cités, et ils sont souvent décimés par les bêtes sauvages, car ils sont isolés, et même avec la technique, ils restent faibles et vulnérables. On n'en parle jamais de cet aspect du mythe qui est au moins aussi important que le vol. La technique leur permet d'assurer leur entretien, mais elle ne permet pas de se prémunir des attaques des animaux sauvages. Ils ne peuvent et ne savent se grouper pour organiser le combat et faire face ensemble. Ils tentent de se rassembler, de constituer des groupes pour se défendre, en mobilisant les techniques qu'ils possèdent, mais quand ils sont rassemblés, ils commettent des injustices les uns envers les autres, et ils ne parviennent pas à s'entendre pour savoir quelle prothèse, quelle technique réaliser, utiliser, et ils finissent par s'anéantir entre eux. Autrement dit, ce qui leur manque, ce qu'ils ne possèdent pas, c'est l'art d'administrer les cités. C'est ce que Platon appelle la justice, l'art de s'organiser collectivement et de pratiquer la justice. Du fait de ce manque, ils retournent leur technique contre eux-mêmes. Autrement dit, cette qualité qui leur a été donnée, la technique, n'est pas à elle seule une vraie qualité, elle se renverse en un défaut, la production d'injustice envers les hommes. Protagoras aurait voulu donner aux hommes l'art politique, l'art de la justice, il n'a pas eu le temps. C'est Zeus, pour éviter la disparition des hommes, qui décide d'envoyer Hermès. Hermès, c'est le messager des dieux, mais c'est surtout le dieu de l'interprétation et le dieu de l'écriture, qui permet le droit et la justice. Zeus demande à Hermès d'apporter aux hommes cet art d'organiser les cités, le sentiment de la justice et de l'injustice, et le sentiment de l'honneur, une valeur très importante pour un grec, l'honneur, le sens de la mesure, le sens de la limite. Intérêt philosophique de cette... Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce mythe, philosophiquement parlant? Plusieurs choses. Premièrement, on fait souvent dire à ce mythe que c'est un mythe de la démesure, que ça montre la démesure humaine, que la volonté de l'homme d'être l'égal des dieux. La technique étant une image de cette volonté de l'homme d'être l'égal des dieux. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas du tout cela que ce mythe raconte. Ce ne sont pas les hommes qui sont allés dérober aux dieux la technique. C'est Prométhée qui est puni. Il est sur la montagne Caucase et il se fait dévorer le foie, mais Héraclès viendra le sauver beaucoup plus tard. Autrement dit, l'homme n'est pas l'auteur ni du vol, il est le dépositaire d'un savoir technique par un geste de réparation. Donc le problème, c'est pas Icare, une aspiration des hommes à s'élever par la technique au-dessus de leurs conditions, c'est beaucoup plus le fait que la technique est naturelle à l'homme. L'homme est un homo faber autant qu'un homo sapiens. L'artificialité est intrinsèque à l'humanité.
Les hommes sont originairement des êtres de technicité, de prothéticité. Autrement dit, ils ne trouvent pas leur être à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont condamnés à inventer leur être. Les animaux ont des organes qui ont une fonction. L'homme fabrique des prothèses qui lui permettent de réaliser plusieurs choses différentes. Donc c'est un processus d'extériorisation technique. André Leroi-Gourhan le disait très bien, c'est un processus d'extériorisation technique du vivant. Pour ceux qui aiment et lisent Canguilhem, quand on réfléchit à la technique, il faut relire les toutes premières pages de La connaissance de la vie, où Canguilhem dit il faut arrêter d'opposer la connaissance et la vie, la technique et la vie. La connaissance, ce n'est qu'un moyen pour la vie de se prolonger. La technique, ce n'est qu'un moyen pour la vie de se prolonger. Extériorisation. Donc il faut arrêter d'opposer la technique et l'humain. La technique n'est qu'une prolongation, une extériorisation de l'humain. Canguilhem dit la biologie, c'est une science extraordinaire parce que c'est la vie qui se réfléchit elle-même. Donc ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une démonstration de l'hubris, du risque de l'hubris, c'est beaucoup plus du fait que, originairement, l'homme est un être technicien qui s'extériorise pour survivre, et que ce qui lui manque, à n'être défini que comme un technicien, c'est cet art de la justice, cet art politique, politique et moral. La justice est une valeur politique et morale de s'organiser collectivement. Vous retenez aussi les deux éléments qui sont volés. La technique ou la technologie est toujours double. Il y a Héphaïstos et il y a Athéna. Il y a le feu et le savoir technique. La technique, c'est beaucoup moins des objets qu'un savoir qui est appliqué à certains domaines. C'était mon premier point. Mythe de Prométhée dans sa version philosophique chez Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ. Avant d'en venir à aujourd'hui, on fait un tout petit arrêt 20 siècles après Platon, à l'époque de Descartes, dans un texte que vous connaissez tous, au XVIIe siècle, dans le discours de la méthode. Dans le discours de la méthode, Descartes fait l'éloge des connaissances pratiques. Il a beau être philosophe, il fait l'éloge de la connaissance pratique qu'il oppose à une philosophie purement spéculative. La connaissance du monde, dit-il, de ses éléments, de leurs lois, nous permet de nous rendre, la citation est très célèbre, comme maître et possesseur de la nature. Tous les technophobes de tout poil oublient systématiquement le comme. Descartes n'a jamais dit que le but de la technique était de se rendre maître et possesseur de la nature. Descartes dit se rendre comme maître et possesseur de la nature, nature que la science mathématique, dont la science mathématique a permis de comprendre les lois. Autrement dit, notre mode d'action peut seulement se comprendre par analogie avec celui du Créateur. Et le domaine, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que pour Descartes, le domaine par excellence où l'homme peut jouer ce rôle auprès de ses congénères, c'est celui de la médecine. En d'autres termes, ce qui légitime le développement de la technique, c'est pas simplement la recherche d'un certain confort matériel. Descartes dit pour l'invention d'une infinité d'artifices qui feraient qu'on jouirait sans peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. C'est essentiellement une technique utilisée en vue d'un idéal qui est celui d'une santé plus assurée. Descartes dit la santé est le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Autrement dit, dans la hiérarchie cartésienne des savoirs, la médecine occupe une place tout à fait essentielle. Je cite Descartes. « L'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps. » Vous notez en passant que le soi-disant dualisme de Descartes est une bonne blague. Je reprends la formule. « L'esprit dépend si fortement du tempérament et de la disposition des organes du corps que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'il faut le trouver. » Cette réflexion sur la technique, elle se complète à l'époque moderne par la réflexion kantienne dont je dirais très peu de choses, simplement pour dire que l'idée principale d'Emmanuel Kant là-dessus, c'est qu'il ne faut pas évaluer la technique seulement à l'aune
d'une raison pragmatique, efficiente, d'un calcul des fins et des moyens, mais qu'il faut la soumettre à une interrogation morale, pratique, de raison pratique, sur la valeur et les finalités de la technique. Tout cela pour dire que cela n'est pas très pertinent pour nous parce que nous ne vivons plus à l'époque antique, nous ne vivons plus à l'époque moderne, Descartes ou Kant, nous vivons à une époque que certains appellent postmoderne. On peut garder le terme pour se clarifier les idées à condition de ne pas lui attacher trop de signification idéologique. Dans la civilisation moderne, la science et la technique de la nature, elle met les efforts d'une représentation mathématisée du monde au service d'une valeur bien identifiée, le progrès, et d'abord le progrès de la connaissance. On n'en est plus là. Pourquoi on n'en est plus là? Regardez un peu la façon dont cette journée est intitulée. Éthique, technologie, santé. Il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait pas formulé les choses ainsi. On n'aurait pas dit éthique, technologie, santé, on aurait dit morale, technique et médecine. Pas éthique, technologie, santé, on aurait dit morale, technique et médecine. Alors, au premier abord, c'est la même chose. Au premier abord, vous pourriez dire l'éthique, c'est l'utilisation de l'étymologie grecque, alors que morale, c'est l'étymologie latine, que dans les deux cas, c'est une réflexion sur les conduites individuelles et collectives du point de vue des valeurs. La technologie aussi, vous pourriez dire, ce n'est que le nom moderne de la technique, c'est d'ailleurs là un anglicisme, puisque c'est l'anglais qui n'utilise que technology, ils utilisent technique que dans des sens très particuliers, la technique du pianiste ou du sportif. Donc c'est un peu un anglicisme, mais c'est aussi, c'est comme éthique, c'est un peu plus chic que morale, technologie, et un peu plus chic que technique. Et puis vous pourriez dire finalement santé, c'est qu'une autre façon de parler de la médecine. Pas du tout. Pas du tout, parce que parler de santé plutôt que de médecine, c'est dire deux choses importantes. La première, c'est que le but de la médecine, ce n'est plus seulement sauver des vies et lutter contre des maladies, c'est un objectif beaucoup plus large de préservation et de promotion de la santé, conçu de manière très large. Pensez à la définition de l'OMS, un état de bien-être psychologique, physique, psychologique et social, dans toutes ces dimensions. C'est aussi dire, parler de santé et non plus de médecine, c'est aussi dire que de ce bien-être, de cet état d'épanouissement de l'individu, il n'y a pas que la médecine qui contribue. Il y a différentes disciplines qui travaillent à la santé. Parler de technologie plutôt que de technique, c'est aussi faire deux choses. C'est dire, premièrement, c'est insister sur la nouveauté de la technologie. Et c'est pour ça que c'est un peu redondant quand on dit les nouvelles technologies, parce qu'il y a un aspect de nouveauté et d'évolution, de mutation permanente dans le terme de technologie, qui à mon avis n'est pas du tout accessoire, qui fait partie de l'essence de la technologie. Le propre de la technologie, c'est d'évoluer très vite. C'est un degré de sophistication et de miniaturisation très important. Ma voiture, c'est un objet technique, le GPS qui est embarqué dedans, c'est une technologie. Le téléphone à cadran, c'est une technique. Le smartphone ultra plat, c'est une technologie parce qu'il remplit énormément d'autres fonctions. Pensez aux parodies qui ont été faites de l'iPhone au début, des fausses publicités où on montrait que l'iPhone pouvait tout faire. Il pouvait faire sèche-cheveux, pèse-personne. C'est l'idée que le même objet technique a une démultiplication de ses fonctions ou de ses usages. Miniaturisation, évolution, miniaturisation. Autrement dit, ce que change la technologie par rapport à la technique, c'est qu'elle n'est plus, comme dans le mythe de Prométhée, une extériorisation du corps. L'outil n'est plus un prolongement de la main. On assiste à un mouvement inverse, qui est un mouvement d'intériorisation de la technologie par le corps et par la vie. Vous pouvez penser à l'IRM fonctionnel, à l'imagerie, à la génétique, à ce que François Jacob appelait le pouvoir de modification du vivant et non plus simplement d'observation et de compréhension du vivant. Vous pouvez penser surtout au rôle au lien de plus en plus intime que nous entretenons avec ces technologies et ces objets techniques. Pensez aux objets les plus courants, l'ordinateur ou au smartphone. Comment on faisait avant
c'est Michel Puech qui dit ça. Comment on faisait avant pour se donner rendez-vous en ville sans le téléphone portable? Comment on faisait avant, quand on était chercheur, vie professionnelle, pour aller chercher des articles? Dans la vie intime et affective, comment on faisait avant pour s'envoyer des lettres d'amour, des mots d'amour? Dans notre vie civique, et puis dans toutes les épaisseurs de la vie, la technologie est là de la naissance à la mort, et même avant la naissance, pensez à l'échographie, et même après la mort, pensez au devenir de la page Facebook ou du compte Twitter de quelqu'un qui est mort. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis ça a eu une capacité de pénétration très importante, mondiale. Et souvenez-vous, dans les années 90, c'est encore Michel Puech qui raconte ça. On disait, mais vous croyez franchement que Madame Michu, pour gérer... Madame Michu étant la française moyenne, la ménagère de plus de 50 ans, qui par définition est en province et au fin fond de la province. Bon. Vous croyez que Madame Michu, pour gérer ses comptes en banque, elle va aller sur un site en HTTPS, saisir ses codes. Et oui, Madame Michu le fait. Et elle a appris à le faire extrêmement vite. Et... en plus, elle fait plein d'autres choses. Elle commande ses courses, elle fait livrer ses courses. Donc, l'idée ici, c'est l'idée de la pénétration de la technologie par la vie. La technique était une extériorisation de la vie hors du corps. La technologie est une intériorisation par la vie et par le corps d'un certain nombre d'éléments techniques. Dernier point, l'éthique. Alors, on dit souvent, la morale est présentée comme une espèce de mégère prescriptive et l'éthique comme quelque chose d'un peu plus sexy, de plus délibératif, de plus questionnant. En réalité, c'est pas du tout ça. C'est que les problèmes auxquels s'intéresse l'éthique sont très spécifiques. On peut dater très précisément l'apparition de ces problèmes. Au début des années 70, c'est un néologisme, le néologisme bioéthique, qui a été forgé par un cancérologue américain qui s'appelle Van Rensselaer Potter, dans un article « Bioéthique, la science de la survie » et dans un ouvrage, paru en 71, « Bioéthique, un pont vers le futur ». Il y a deux idées qui incitent Potter à créer ce néologisme de bioéthique. C'est qu'il y a une évolution considérable et extrêmement rapide des sciences et des techniques, mais une séparation de la culture scientifique et technique et de la culture humaniste. Potter dit on n'est plus à l'époque de Descartes où le philosophe est en même temps mathématicien, physicien, chimiste, on n'est plus à l'époque de Diderot et d'Alembert où les différentes compétences se font, donc il y a une séparation des deux cultures, et il y a un retard permanent de la réflexion humaniste sur l'évolution technoscientifique. Cela, dit Potter, cela crée des risques pour la survie de l'espèce. Il pense à la guerre nucléaire, à l'exploitation incontrôlée des ressources, à la survie de l'espèce et du monde, à la disparition des espèces vivantes, etc. Donc, en forgeant le néologisme bioéthique, Potter appelle de ses vœux la constitution d'une nouvelle discipline qui allie le savoir technoscientifique et la réflexion critique ou humaniste. Très vite, le terme bioéthique est attrapé, alors qu'il avait des connotations plus larges chez Potter, par les biologistes et les médecins pour décrire la réflexion éthique sur les avancées des sciences biologiques et médicales. Le CCNE français est typiquement une illustration de cela pour réfléchir aux questions, aux problèmes éthiques ou moraux liés aux technologies biologiques et médicales, l'assistance médicale à la procréation, la greffe, les cellules souches, les manipulations de l'ADN, la réanimation, etc. Donc là, ce qui intéresse ici, c'est moins la survie de l'espèce ou de la vie en général, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie digne, une vie humaine digne d'être vécue? C'est ça, au fond, toujours la question. Donc, vous voyez ces trois déplacements. L'éthique n'est pas exactement la morale, la technique n'est pas exactement la technologie, et la santé n'est pas exactement la médecine. C'est pour ça que je dis que on formule le problème différemment, mais parce qu'il est différent. La médecine a toujours été, pensez à Hippocrate, elle a toujours été une technique et une science qui s'interroge sur son éthique. La médecine est une technique, au sens d'un art, une technique et un savoir qui réfléchit sur son éthique. Aujourd'hui,
à l'époque qu'on pourrait appeler postmoderne. Non seulement elle utilise une technologie, mais elle est le plus souvent une très haute technologie. Les exposés qu'on va entendre vont nous le montrer. Mais c'est une technologie qui s'interroge sur ses finalités, sur son sens, sur les problèmes nouveaux que son devenir fait apparaître. Combien de temps me reste-t-il? 5 minutes? 2 minutes? 5 minutes. J'en viens à mon troisième temps, il n'y aura pas de conclusion. Mais mon troisième temps devient donc ma conclusion. Je crois que sur cette question, au sens d'une époque après la modernité, éthique, technologie, santé, il y a 3 écueils à éviter, que nous avons tous, individuellement et collectivement, beaucoup de mal à éviter. Le premier, c'est la technophobie, la haine de la technique. Les philosophes sont des spécialistes de ça, parce que ce sont des intellectuels, et les intellectuels n'aiment pas et ne connaissent pas grand-chose à la technique, encore moins aux technologies médicales. Donc, ça c'est Gilbert Rotoy qui le dit, la liste des auteurs qui émargent à la technophobie est immense. Vous pouvez penser à Jacques Ellul, archétype d'une position anti-techniciste et technophobe, c'est lui qui a promu l'idée d'une autonomie du développement technique. C'est lui qui dit de toute façon ce qui est possible sera nécessairement réalisé. Ce qu'on appelle le progrès de la technique, c'est une évolution infinie, aveugle, sans but ni sens. La technique ne peut pas constituer une authentique culture. Vous pouvez penser aux philosophes post-kantiens de l'école de Francfort, à Habermas par exemple. Vous pouvez penser évidemment à Martin Heidegger. Perte du sens de l'être. La technique, c'est une perte du sens de l'être. Vous voyez que dans ce cas-là, on manque un certain nombre de choses, mais des choses toutes simples. C'est que si nous sommes là, nous vivons aussi longtemps, nous sommes généralement en aussi bonne santé, c'est quand même que la technique et les technologies médicales et biomédicales ont pris soin de nous, qu'il y a eu de la recherche, et qu'elles nous ont permis d'être là. Je trouve que la technophobie a 2 défauts. Le premier est l'ingratitude, et le deuxième, il y a toujours, si on gratte un peu, une forme, c'est Platon qui nomme ça, de misologie, de haine de la raison. Martin Heidegger étant pour moi un des exemples possibles de cette misologie. Premier écueil, la peur. Il y a des gens qui sont des experts pour susciter la peur. Deuxième travers à éviter, la technophilie. Croyance naïve et adéquate que il y a une solution technique à tout problème. Les évolutions techniques sont nécessairement des progrès. Vous avez des versions simples et des versions plus élaborées de cette chose. Chez Simondon, par exemple, vous trouvez dans le mode d'existence des objets techniques une analyse fine, une technophilie philosophique qui dit en gros que la culture symbolique, la culture philosophique est en retard sur l'avancée des techniques et elle doit se réformer, se modifier pour apercevoir les évolutions, les comprendre et d'une certaine façon les accompagner. C'est technophile au sens où le moteur, c'est quand même l'évolution technique. Alors bien sûr, il y a surtout en médecine, il y a des écueils, il y a la virtualisation liée à l'imagerie, la gourmandise technologique qui fait que quand on a commencé à faire des examens, on en fait à l'appel, on ne s'arrête plus, on n'est jamais satisfait, je le sais, mais cette technophilie est... vous la repérez facilement, c'est que dès que quelqu'un parle de solutions technologiques, au lieu de dire d'objets technologiques ou de moyens technologiques, il dit c'est une solution. Alors c'est commercial, mais c'est aussi, il y a derrière l'idée de progrès, vous repérez le technophile à l'emploi de ce terme. Et puis il y a un troisième écueil qui est rarement évoqué, que l'ancien professeur de philosophie de classe terminale que je suis a beaucoup vu. L'élève fier de conclure là-dessus. La technologie, mais c'est Bouvard et Pécuchet, c'est zéro. C'est quoi? C'est de dire la technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Génial, zéro. Zéro pourquoi? Parce que ça dissocie les moyens et les fins, et ça oublie cette chose qu'on sait depuis Hésiode,
depuis le mythe de Prométhée, que la technique est indissociablement le feu et le feu d'Héphaïstos et le savoir technique d'Athéna. On ne peut pas dissocier l'objet technique de son usage. On ne peut pas faire ça. Sinon, on ne parle plus de ce dont on est parlé. Il y a là une forme de nihilisme technologique. Il est sans valeur. En tant que tel, il est sans valeur. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est la manière la plus catastrophique de sortir de ce débat, qui est malheureusement assez courante. Alors, comment on peut essayer d'en sortir de manière moins catastrophique? C'est mon dernier point. En réfléchissant aux valeurs à partir desquelles on l'analyse, cette évolution technologique, quel que soit le domaine. Pour clarifier les idées, j'ai l'habitude de distinguer entre différents types de valeurs. Soit vous faites une interrogation très générale. Est-ce que cet usage de la technique ou de la technologie là dans le domaine de santé, est-ce que ça porte atteinte à l'humanité ou à la dignité? Vous prenez des valeurs morales de très très haut niveau. Ça va vite être compliqué parce que le débat sur la fin de vie le montre, on n'est pas d'accord sur ce que signifie dignité et humanité. Vous pouvez descendre un petit peu, prendre des valeurs morales de second niveau. La bioéthique principaliste américaine y aide, elle dit il y a 4 grandes valeurs à toujours avoir en tête: autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice. Je vous donne très rapidement, et je finis là-dessus, sur un exemple pour chacun des 4. Monsieur Leonetti a rappelé, et je trouve que c'est très important de le faire, que l'éthique, ce n'est pas faire le curé et venir rappeler des valeurs ou inspirer de la mauvaise conscience à des gens qui utilisent des technologies. La plupart du temps, c'est un conflit de valeurs. On est attaché à 2 ou à 3 valeurs qui sont en conflit et on essaye de trancher. Mais je pense que si l'éthique, c'est souvent, les dilemmes éthiques sont des conflits de valeurs, c'est souvent parce que nous ne savons pas nous-mêmes nous expliciter précisément ce que nous mettons sur ces valeurs et quel serait le moyen de traduire ces valeurs dans la réalité. Autonomie, c'est quoi une technologie qui autonomise? Le bracelet de géolocalisation pour les malades d'Alzheimer est vendu par certaines boîtes comme un bracelet d'autonomie. C'est pas faux en un sens. J'ai discuté avec une personne malade, James McKillop, qui était décoré par la reine d'Angleterre, qui est à un stade léger à modéré de la maladie, qui dit mais bracelet, pourquoi pas? Moi, il m'arrive de me perdre dans mon quartier quand je vais chercher le journal ou quand je vais faire des courses. Il est écossais, il dit I want to be safe. Je veux pas avoir peur quand je pars de chez moi. Je veux pouvoir le faire. Et je veux pouvoir le faire sans que Maureen, ma femme, m'accompagne systématiquement. Et ça peut être aussi un moment où Maureen gagne, elle, en autonomie aussi. Autonomie dans ce sens-là. Sauf que James McKillop est capable de dire oui ou non à ce bracelet-ci, à ce bracelet-là, sous forme de montre, sous une autre forme, et il est capable d'y consentir. Vous avez deux manières ici de réfléchir à l'autonomie, et parfois il y a des conflits entre les deux, notamment dans le domaine technique. J'y vais pas plus loin. Bienfaisance, c'est la question dans le domaine de la technique des besoins. On a vu dans le domaine des gérants technologiques que Alain Franco connaît très bien que apparaître beaucoup d'outils technologiques, en particulier de robotique, qui ne correspondent à aucun besoin. Ils n'arrivent même pas à en créer véritablement parce qu'il n'y a pas eu d'analyse au préalable par les concepteurs des besoins réels, des conditions de vie. Non-malfaisance, je pense que, vu le développement des technologies d'information et de communication, le principal problème, c'est le problème de la confidentialité, de la vie privée, de la sauvegarde de la confidentialité, de la vie privée et de l'intimité. C'est un problème qui est massif, dont on ne mesure pas. Pensez au cloud, mais pensez également, puisque j'ai dit que la médecine s'élargit et qu'on se préoccupe de la santé, vous avez maintenant des systèmes d'information partagés auxquels accèdent non seulement des équipes médicales, mais des gens, des paramédicaux et puis des gens qui sont du secteur social ou médico-social.
Comment organise-t-on l'accès à ces données entre différents professionnels? Ce n'est plus qu'un problème de morale, de technique et de médecine au sens de déontologie médicale. Il faut composer avec les codes de déontologie des différents professionnels et organiser l'accès réfléchi et partagé des différentes professions à ces informations, en étant bien d'accord sur le fait que quand, par exemple, un gestionnaire de cas s'occupe d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, les informations les plus sensibles, ce ne sont souvent pas les informations médicales. Les informations sur la vie personnelle. Est-ce qu'il y a des conflits familiaux, par exemple? Et dernier élément, oui, il faut concilier l'autonomie et la vulnérabilité, mais il ne faut pas oublier, penser au mythe de Prométhée, la question de la justice. La question de la justice, elle se pose en deux sens. Elle se pose premièrement sur la pertinence d'utiliser des technologies de pointe dans toutes les situations. Anne Fagot-Largeau cite l'exemple des puissantes technologies qui permettent aujourd'hui de retarder la mort, la dialyse péritonéale, la ressuscitation cardio-respiratoire, la transplantation d'organes. Est-ce qu'il est légitime de les utiliser dans tous les cas ? Et est-ce qu'on ne discrimine pas certaines personnes en ne leur donnant pas accès? Mais je crois qu'on peut renverser ce problème également au sens d'une réflexion autour de la notion de justice. Et là, c'est un terme que les technologues utilisent beaucoup, la question de l'acceptabilité. L'acceptabilité individuelle et sociale d'une technologie. Ça, c'est une vraie question de justice postmoderne. Il y a 2 ans, je conclus là-dessus, il y a 2 ans, dans un journal gratuit que j'ai trouvé dans le métro, il y avait une double page sur les technologies. Page de gauche, il y avait eu un certain nombre de rapts de nouveau-nés dans les maternités. Et donc il avait été imaginé par certaines maternités d'équiper les nourrissons de petits bracelets électroniques. Et ça a suscité une vague de protestations extrêmement violentes, en disant en gros aux équipes médicales, vous avez d'autres moyens dans un service de surveiller l'accès et de surveiller, on ne va pas mettre des bracelets aux nourrissons comme si c'était des détenus. Et les équipes elles-mêmes trouvaient que la solution n'était pas satisfaisante. Page de gauche. Page de droite, on lance une magnifique et extraordinaire et à grande échelle expérimentation sur les bracelets de géolocalisation chez les malades d'Alzheimer. 600 malades concernés. Je ne dis pas que le bracelet est bien ou mal. Je ne suis technophobe ou technophile, ni en général, ni dans le détail. Il faut réfléchir posément à ces questions, au cas par cas. Mais vous voyez que là, il y a une différence de traitement tout à fait nette entre les nourrissons et les grands vieillards atteints de pathologies cognitives. C'est ça la question de la justice. C'est non seulement est-ce qu'on les refuse, mais est-ce qu'on leur refuse, mais est-ce qu'on ne les force pas de temps en temps à utiliser ce genre de technologie. Ça, c'est éthique, technologie, santé, sous l'angle de la justice, sous l'angle de l'acceptabilité, qui n'est pas simplement individuelle, James McKillop est d'accord, mais qui est aussi une acceptabilité sociale sur le regard social que ça induit pour nous qui ne les portons pas, mais qui allons voir des individus comme ça. Autrement dit, nous avons besoin, non pas dans ce domaine de leçons de morale, nous avons besoin d'une réflexion démocratique. Pensez à Prométhée, l'art d'organiser la cité, comment organiser le débat sur ces questions-là, d'une réflexion démocratique, autrement dit qui ne soit pas confisquée par les experts, et d'une réflexion prospective, parce que la technologie va beaucoup plus vite que nous qui essayons d'y réfléchir, d'une réflexion démocratique et prospective sur ces questions, qui ne soit ni naïve, ni exagérément suspicieuse, mais qui réfléchisse aussi rationnellement que possible à l'ensemble de ces enjeux. Je vous remercie.